Bonsoir à tous, bienvenue au Wagon. Donc aujourd'hui, je me présente d'abord, je m'appelle Annie, je suis étudiante actuellement au Wagon, donc pour la promotion 48. Et aujourd'hui, on va démarrer le premier apéro-talk avec Maxime Brousse, cofondateur de Silency, anciennement Brocante Lab, pardon. Et on va parler un peu de son parcours et justement de ses prochains challenges. Donc on peut l'applaudir pour l'instant. Bonsoir à tous. Merci déjà de me recevoir au Wagon. C'est un vrai plaisir de partager cette petite bière avec vous et le temps d'une soirée. Donc c'est super cool. Je pense que s'il y avait eu cette formation il y a quelques temps, je pense que je l'aurais faite et en tout cas pourquoi pas à l'avenir aussi, parce que je pense que c'est top ce que vous faites ici. Et j'imagine qu'il y a des potentiels entrepreneurs ou futurs entrepreneurs dans la salle, donc c'est toujours un plaisir de faire ces échanges-là. Je vais essayer en tout cas de vous donner un maximum de tips et de retours d'expérience, en tout cas de ce que j'ai vécu et de ce que je vis aujourd'hui. Et puis voilà, je suis sûr que je vais aussi apprendre plein de choses avec vous ce soir. Merci. Alors du coup, on va parler un petit peu de Silency, qui est devenu récemment, la Brocante Lab est devenu récemment Silency. Et pourquoi ce changement? Et en fait, on va parler un petit peu du concept et comment justement tu as réussi à mener cette plateforme aujourd'hui à un niveau assez réputé. Donc déjà, ouais, en deux mots déjà, peut-être juste pour me présenter très rapidement, comme ça c'est toujours plus sympathique. Avant d'entrer dans le vif du sujet. Moi j'ai 30 ans, je suis diplômé de l'EDEC ce qui m'a vraiment donné le goût d'entreprendre, en tout cas un peu le déclic que j'ai eu, c'est en 2010 quand je suis parti faire un tour du monde à vélo pendant un an, et là on avait créé avec un pote une association. Donc c'était un peu la première phase entrepreneuriale où on a créé une association de microcrédit. En fait, l'objectif était de prêter à taux zéro 100 000 euros à différents entrepreneurs dans des pays en développement. Et donc c'est ce projet-là qui a été vraiment un déclic parce que on a une idée qu'on met en place, on voit les résultats, et je trouve que c'est vraiment ça qui est un peu le début de l'entrepreneuriat. C'est en tout cas la phase de créativité qu'on met en place. En tout cas, moi c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me lancer. En tout cas, ça a été mon déclic il y a quelques années. Après ça, j'ai bossé 3 ans au réseau Entreprendre Paris. Donc c'est un réseau qui accompagne des startups. Je sais pas si certainement certains d'entre vous connaissent ce réseau. Donc on a accompagné des boîtes comme My Little Paris, comme Mano Mano, Vite Dressing, Michel Augustin et plein d'autres entrepreneurs. Et donc j'avais un job d'analyste. Et donc c'est un peu la tour de contrôle de l'entrepreneuriat d'être dans un réseau comme celui-là. C'est qu'on voit justement toute la créativité parisienne, tous les entrepreneurs dans différents secteurs d'activité très variés, sans être très opérationnel sur un sujet. Donc j'ai pas appris une expertise dans ce job, j'ai pas appris de l'acquisition, j'ai pas appris à coder, etc. Mais en tout cas, j'ai eu une bonne vision d'ensemble du business, et c'est comme ça en tout cas que la genèse du projet est arrivée après 3 ans. Je pourrais peut-être vous reparler par la suite du réseau Entreprendre pour ceux qui veulent entreprendre, parce que vraiment c'est un réseau qui va vous accompagner avec différents leviers financiers et accompagnement personnel, mais on pourra en reparler par la suite. À ce moment-là, au bout de 3 ans, je bossais sur pas mal de sujets, notamment dans les marketplaces. On accompagnait Vite Dressing, donc la marketplace de prêt-à-porter de seconde main. Et à ce moment-là, j'ai échangé pas mal avec ma copine qui est mon associée, donc on pourra aussi parler de ce sujet de l'association en couple qui est un vaste sujet. Donc c'était Charlotte qui est une passionnée de décoration, passait beaucoup de temps à s'inspirer sur Pinterest et ensuite à chiner du mobilier et de la déco sur eBay, sur Le Bon Coin, à la recherche d'une pièce sympa pour personnaliser son intérieur et sortir justement des pièces standardisées qu'on peut avoir chez tous les industriels que vous connaissez tous ici. Et partant de ce constat-là, elle s'est dit il faut vraiment créer une plateforme qui va à la fois être inspirante, à l'instar d'un Pinterest, et qui va sélectionner pour les clients les plus belles pièces de mobilier et de décoration de seconde main,
qui sont sur le web, donc chez les grands généralistes que vous connaissez, et en offline. Donc le offline dans notre marché, c'est les brocantes, qui étaient pas du tout digitalisées en 2014 quand on s'est lancé. Petite parenthèse sur la brocante, c'est quand même le 3e loisir préféré des Français après le foot et le cinéma. Donc il y a 15 millions de Chineurs qui vont dans les brocantes tous les week-ends en France. Donc on parle vraiment d'un gros marché et qui est pourtant quasiment exclusivement physique. Et donc il y avait vraiment un vrai besoin d'un outil en ligne dédié déjà aux brocanteurs pour pouvoir se digitaliser et vendre sur Internet. Donc c'est comme ça qu'on a démarré avec le nom Brocante Lab, donc qui était la première marketplace dédiée au mobilier et à la décoration d'occasion, et qui était vraiment un outil pour aider les brocanteurs à vendre sur Internet. Aujourd'hui, après 2 ans, on bosse avec 1000 marchands professionnels en France, donc ça commence à être assez important, et on a un catalogue sur le site d'un peu plus de 50 000 pièces uniques. Donc c'est vraiment des pièces uniques. On a une pièce, c'est un stock, c'est une fiche produit, et on a des croissances de l'ordre de 15 à 20% mensuels depuis le lancement de la société. En 2 ans, il y a eu beaucoup d'étapes dans l'entreprise. Évidemment, la phase de preuve du concept, où on galère un peu à aller voir tous les brocanteurs de France et de Navarre pour les convaincre et leur montrer qu'ils doivent vendre sur Internet. Des phases de levée de fonds, on en parlera aussi par la suite. On a fait deux tours de table sur ces 2 dernières années. Et puis une phase d'internationalisation aussi qui démarre, qui va démarrer en tout cas dans les prochaines semaines. Et pour ces différentes raisons, on a fait un rebranding de la marque en septembre 2016. Donc notre nouvelle marque est Celency, où on a vraiment voulu affirmer la nouvelle marque de décoration et d'ameublement. On est en fait sur un marché très éclaté, avec d'un côté les gros industriels du secteur, Ikea, Conforama, etc., qui vont vous proposer des pièces très très standardisées, très fonctionnelles, mais pour le coup avec des prix très intéressants. De l'autre côté du marché, on a les éditeurs de design, Roche-Beaubois, Sina et tous les autres que vous connaissez aussi, qui ont des pièces d'exception, des très beaux produits, mais souvent avec peu de références et des produits assez chers, voire très chers. Et donc la vision qu'on a sur le marché du mobilier et de la déco en général, c'est qu'il y avait un vrai besoin pour une marque entre ces 2 types d'acteurs, une marque qui labellise toutes les pièces de mobilier et décoration d'occasion, et donc vraiment exister comme une marque forte et non pas que comme une marketplace. Et c'est ce qu'on avait avec Brocante Lab et qui était assez enfermant aussi dans le secteur de la brocante. Alors que la vision est de défendre une marque moderne, internationale, et qui s'appuie que sur des pièces uniques, mais en élargissant aussi la gamme de produits qu'on a sur le site aujourd'hui. On est une équipe d'une 20aine de personnes aujourd'hui, avec à répartition égale, on va dire, entre l'équipe sales, les opérations et les développeurs, donc l'équipe technique. On a démarré sur une première version sous Magento, donc qui était externalisée avec des prestats en Pologne, donc qui était d'ailleurs une super agence qui a fait du très bon boulot pour nous. Mais c'est vrai qu'après 2 ans, on était un peu arrivé à la limite du modèle de l'externalisation et d'une plateforme sous Magento qui, au bout d'un moment, voilà, dès qu'on fait une amélioration, une nouvelle fonctionnalité, ça fait planter tout le site. Et donc là, on est parti en début 2016 from scratch sur une nouvelle version en interne. Donc d'ailleurs, pas mal de devs viennent souvent au wagon. Et donc on a une équipe de 5 développeurs aujourd'hui, et qui sont en train de sortir la V2 du site pour dans les prochaines heures, prochains jours. Donc ça va être un peu le gros changement chez nous. Aujourd'hui, on est un site qui est essentiellement en France, donc c'est vraiment 90% du business est français. Sur une marketplace comme la nôtre, donc une marketplace, donc la mise en relation entre les vendeurs et les clients. L'enjeu international est assez important puisqu'on est sur des business de volume. Notre business model, c'est une commission entre 15 et 20% en fonction de la typologie du vendeur et de la typologie du produit. Et donc il y a une course aussi aux leaders
sur un business model comme celui-là et sur un secteur comme le nôtre. Et donc on a un enjeu international assez rapide. C'est dans cette étape-là qu'on est actuellement. L'international va se faire notamment par le sourcing, qui aujourd'hui, sur une marketplace, très souvent, le sourcing, c'est le premier driver de business. C'est vraiment ça qui tire la croissance. C'est pas le marketing côté user, c'est vraiment le sourcing. Et donc c'est le point clé, c'est le driver numéro 1, c'est le KPI qu'on suit en premier tous les jours, toutes les semaines, puisque mécaniquement, dès qu'on augmente de 10% le sourcing, on augmente de 10% les ventes. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de places de marché. On pourra aussi en reparler si vous avez des questions là-dessus. Et enfin, aujourd'hui, on a un site qui fait à peu près une centaine on vend à peu près 100 meubles par jour. Donc on est encore au début du site. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien pour nous. Et on est surtout hyper contents. Et on a encore avec mon associé une grosse pêche et on est super ravis de cette expérience et de cette aventure. Et on espère qu'en tout cas on va avoir des belles années devant nous. On sait que les startups sont assez fragiles, on le voit aussi autour de nous avec évidemment pas mal de boîtes qui s'arrêtent en cours de route. Et donc pour ça il faut être bien accompagné, bien financé. Et on pourra aussi en parler là-dessus si vous avez des questions spécifiques. Merci. Du coup, moi j'avais une question. J'ai vu que vous avez commencé à faire des petits partenariats avec le Bon Marché, vous avez fait des concept stores éphémères. Avec la notoriété justement que vous avez acquis pendant ces 2 ans et demi, est-ce que plus tard justement dans votre vision de vous internationaliser, vous avez envie de lancer des produits dérivés Silent Sea pour justement toucher, grâce au retour client que vous avez, de répondre aux besoins actuels? Donc c'est une question intéressante parce que on est sur une marketplace, voilà, il y a plein de marketplaces qui existent. Le choix qu'on a fait dès le début, c'est vraiment la marketplace, c'est notre outil, c'est notre business model, mais c'était vraiment de créer une marque forte, donc vraiment une marque de décoration. Et donc pour ça, le branding est un enjeu crucial. Et donc il fallait aussi que derrière on fasse il n'y avait pas que de l'acquisition marketing online à faire de manière assez classique. Il y avait vraiment un enjeu d'investir sur le branding, donc par en effet des événements, donc des pop-up qui sont vraiment une réussite pour nous depuis le début. Donc on en fait 3-4 par an, généralement plutôt bien placés dans Paris. On prend 150-200 mètres carrés lors d'un week-end et on crée un vrai événement, une vraie expérience offline qui est super importante à la fois pour notre communauté de vendeurs et aussi pour justement parler de la marque, l'installer, être présent dans les beaux lieux, dans les beaux endroits et pouvoir communiquer là-dessus. On a également été présent donc depuis maintenant 2 ans, donc chaque année on est présent au Bon Marché en effet, donc sur la période de Noël pendant 2 mois. Et de la même manière, on le fait pas pour le chiffre d'affaires et on le fait pas pour les ventes qu'on fait là-bas. C'est anecdotique. C'est vraiment c'est du budget communication marketing où on affirme la marque. Elle est présente dans un très beau lieu qui compte pour les Parisiens et les étrangers. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ces efforts-là d'être présent assez rapidement dans ces lieux. Et enfin le point vraiment important dans le branding pour nous depuis le début, ça a été de vraiment mettre l'accent sur le contenu, donc le contenu éditorial. Donc notre première recrue, c'était la responsable éditoriale. Donc c'était pas un sales, c'était pas un dev, c'était vraiment une responsable éditoriale et qui justement a apporté sa patte et son contenu très frais, très moderne dans un univers qui était assez vieillissant de la brocante. Et donc on avait vraiment besoin d'arriver avec un ton novateur, fun et qui allait justement être vraiment innovant sur le marché. Donc en fait, on reconnaît bien votre stratégie, justement, votre vision, c'est de garder une stratégie assez offline pour justement, comme on a vu au Bon Marché, vous avez vos produits qui étaient exposés, mais vous vous faites la vente avec une tablette, et c'est ce que vous voulez garder dans le futur. On pense qu'on est au début de l'expérience offline, donc là qu'on teste par des pop-up, par le Bon Marché et par d'autres événements qu'on a en tête. On est vraiment au début. Le offline doit vraiment exister en parallèle de notre site. Ça doit vraiment booster le site.
Et ça, c'est vraiment on veut vraiment mettre l'accent sur ça. Et en effet, pour le coup, en offline, on fait des ventes, c'est bien, mais on est surtout là pour faire découvrir le site. Du coup, personne paye en cash ou comme ça dans la boutique. Tout passe par une tablette et donc par le site sellency.co. Et c'est là-dessus que le client, ensuite, on retrouve le produit sur le site, on se balade, on lui fait découvrir la plateforme et on passe l'achat en direct pour vraiment avoir l'expérience online et faire découvrir le site qui est l'objectif numéro 1 de ces événements. Et du coup, le changement pour Sellency, c'est vraiment pour avoir cette vision un peu internationale, un nouveau challenge. Et du coup, je pense que le site va être traduit ou est traduit déjà. Alors, un autre enjeu aussi des places de marché au global, c'est en effet les traductions de sites qui sont assez compliquées. Aujourd'hui, on a une version anglaise, mais qui est vraiment très light, franchement, on n'est pas très fiers de notre version anglaise. Parce qu'il y a un vrai sujet de traduction de tout le contenu qu'on a, parce que je parlais du contenu donc qui est un point clé du business, mais surtout des fiches produits. C'est-à-dire que nous, une fiche produit est éphémère sur la plateforme. Un marchand qui rentre un produit, le lendemain, son produit est vendu ou à 7 jours ou à 30 jours pour les mauvais produits. Mais ces produits-là, la fiche produit, on perd la fiche produit, et donc ça nous coûte très très cher et ça prend beaucoup de temps de traduire une fiche produit pour qu'elle soit éphémère 48 heures après. Donc aujourd'hui on utilise Google Translate en tout cas sur la version anglaise pour pouvoir, si le user veut traduire sa fiche produit, il peut le faire, mais bon c'est quand même vraiment moyen et pas top qualité comme on aimerait, et donc on travaille justement là en tout cas sur la V2 sur des nouvelles façons de traduire le site. Il y a une application mobile qui va bientôt sortir également pour cette année, non ? Alors le mobile, évidemment, il y a un enjeu fort pour Sellency. Aujourd'hui, c'est 40% de notre trafic. Ça sert à rien de lancer une app tant qu'on n'est pas suffisamment connu et que 100 personnes téléchargent l'application. Donc ça a pas de sens. Donc pour l'instant, on n'était pas du tout focalisé là-dessus. En revanche, sur notre métier, on s'est dit que l'application avait un vrai intérêt pour nos vendeurs. Parce que c'est des marchands qui sont sans cesse en mouvement. Ils vont chiner dans le nord de l'Europe, ils sont en déplacement toutes les semaines pour aller trouver des belles pièces. Et donc eux, pour le coup, ont vraiment besoin d'avoir une app mobile dédiée à eux pour avoir des dashboards, un suivi comptable, ajouter des fiches produits de manière beaucoup plus simplifiée, nous avoir dans la poche sans arrêt pour pouvoir valider les commentaires, les demandes des clients, valider la commande, etc., etc. Donc dans un premier temps, on va lancer une app qui est vraiment dédiée aux sellers. Donc c'est vraiment un outil pour nos vendeurs pour pouvoir vendre plus facilement. Et dans un deuxième temps, en effet, on aura une app pour les clients, pour les acheteurs. Mais aujourd'hui, c'est pas prioritaire pour nous. Et là, vous n'avez pas eu trop peur justement avec ce changement assez rapide, parce qu'après 2 ans et demi, vous avez changé d'identité, clairement. Et est-ce que vous avez eu des doutes ? Quel était votre plan B ? S'il y avait... Alors, on est toujours stressé avec le changement de nom. C'est évidemment un enjeu fondamental pour une boîte de changer de nom. Enfin, c'est comme si demain je changeais de prénom, c'est quand même assez perturbant. Et donc il y avait une vraie pédagogie à faire, à la fois à notre communauté de vendeurs, parce que pour eux c'est un vrai changement aussi, ils s'étaient assimilés à notre marque, à notre communauté d'acheteurs, à l'équipe Sellency aujourd'hui, donc nos salariés. Donc il y a une vraie pédagogie à faire. On était confiants dans nos choix et on sait pourquoi on change de nom, et c'est vraiment dans la stratégie de la boîte. Donc à partir de ce moment-là, à nous d'appliquer cette stratégie et de défendre ce nom pour que cette marque rayonne et soit vraiment la nouvelle marque de mobilier et décoration, la nouvelle marque moderne de mobilier et décoration des prochaines années. Et ça, on y croit à 100%. Après, on s'est beaucoup entouré sur ce changement de nom. C'est tellement un enjeu fort que ça peut coûter énormément à une boîte. Il y a des startups qui sont mortes sur un changement de branding, pour un référencement, pour un SEO qui s'est écroulé, pour une marque où ensuite il y avait vraiment des mauvaises surprises, où
on ne sait jamais ce qu'était cette marque il y a 10 ans. Peut-être qu'elle avait une très mauvaise réputation. En France, c'est plutôt facile de le trouver, mais dans d'autres pays, quand vous allez vous lancer dans un autre pays, en fait, cette marque, dans la tête des gens, c'était un truc qui ne collait pas du tout. Donc, il y a 1000 raisons qui font qu'un changement de marque peut être dur et peut être impactant négativement. Et donc, c'est comme ça que nous, on s'est entouré, en tout cas, de Blablacar, de Cheers, de Mano Mano. Ces marques-là qui ont aussi fait un rebranding après 2, 3, 4, 5 ans, voire plus. Et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Nous, on avait notre checklist on avait un Excel avec 100 lignes à suivre où il fallait vraiment tout bien checker avant le changement de nom. Là, ça fait 2 mois qu'on a changé, on n'a pas eu de mauvaise surprise encore. On est encore sur l'URL brocantlab.com, mais avec la marque Celency. On va certainement garder cette URL pendant encore quelques mois, le temps que le nombre de requêtes sur Google soit plus fort sur Celency que sur Brocantlab. Donc généralement, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un peu plus de temps pour certaines marques. Et ensuite, on fera la vraie migration, en tout cas, pour l'URL du changement de marque. D'accord. Du coup, en parlant de stress, ça me permet de vous lancer sur le sujet là, vous êtes fondateurs tous les deux, vous êtes en couple. Comment ça se passe justement cette vie à deux avec autant de challenges, de stress et d'attente? Alors ça se passe très bien. De la même manière, pareil, c'était un vrai choix aussi du début, l'association en couple. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui étaient en couple avant de décider de s'associer, parce que c'est pas comme s'associer avec un pote ou avec un frère, voilà, c'est différent. Il y a une intensité différente, c'est du 24/24, c'est des enjeux qui sortent de la vie de couple. Il y a des enjeux financiers quand même qui rentrent dans notre vie de couple maintenant par la boîte. Et donc c'est vrai qu'il fallait vraiment savoir là où on mettait les pieds et être conscient de ça. Donc nous, notre méthode, ça a été de travailler ensemble pendant 5 mois avant de s'associer, pour être convaincus en tout cas l'un et l'autre que c'était un bon choix, qu'on travaillait super bien ensemble, qu'on était suffisamment complémentaires, que chacun était à sa place, et qu'il n'y avait pas de... Il y a une chose qui est assez forte dans une association en couple, c'est qu'il n'y a pas d'ego qu'il peut y avoir entre les associés normaux, entre guillemets. Et souvent, l'ego est un point de rupture dans une association. Pour tout associé, enfin, la vie d'une association est de toute façon difficile et semée d'embûches, et ça, on le sait tous, et c'est le premier critère de rupture d'une boîte. Hein. Donc clairement, il y a un vrai sujet. Après, voilà, on s'est entouré là-dessus. Aujourd'hui, c'est la valeur. On est convaincu que c'est une force de la boîte. Parce qu'on est focus à 100%, on est à fond. Il y a un côté extrêmement naturel entre les associés, où on se comprend très vite, où chacun est dans son domaine. Et c'est vrai que ça fait avancer la boîte plus vite aujourd'hui. Et donc on espère que ça va continuer comme ça à l'avenir. Mais c'est vrai qu'il y a une zone de risque forcément plus forte. Mais si elle est maîtrisée, c'est un facteur d'accélération énorme pour une boîte d'être associée en couple. Il y a eu des très belles associations en couple. Il y a des échecs aussi, mais comme dans toute vie d'associés finalement. D'accord. Donc vous êtes bien fixé des objectifs chacun de son côté et une limite à pas dépasser pour pouvoir avancer, quoi. On a même des règles d'associés strictes, très strictes et qu'on respecte pas toujours, mais qui sont importantes pour recadrer les choses régulièrement et ne pas penser Celency non plus 24 heures sur 24, toutes nos soirées, tous nos week-ends. C'est forcément on vit Celency à 1000%. Et notre challenge en tout cas, c'est d'arriver à prendre un peu de recul par rapport à ça. Et c'est pas forcément facile évidemment. Mais si on veut que la boîte soit un succès et dure longtemps, 10, 15, 20 ans, de toute façon, il faut aussi qu'on se préserve dans notre vie personnelle. D'accord. Et du coup, pour le côté un peu technique, pour la création, donc c'était un challenge en couple. Donc vous avez dû le faire des levées de fonds, avoir quand même comment on appelle ça déjà, une petite cagnotte pour commencer.
Comment ça s'est passé? C'était pas trop dur? Est-ce que vous avez des conseils justement à donner aux personnes qui veulent créer leur start-up en sortant d'études ou qui ont une envie comme ça, ils se réveillent, j'ai envie de créer une start-up? Est-ce que vous avez des conseils? Donc nous là-dessus, on a de manière assez classique, on a apporté au début une somme d'argent au minimum, donc on avait apporté 20 000 euros chacun en capital. C'est important toujours en tout cas que les fondateurs investissent dans la boîte. Il y a des entrepreneurs qui mettent 1000 euros, 1500 euros. Quand on sort d'études, on peut l'entendre, mais si quelqu'un bosse depuis 2-3 ans, voire plus, et qui met pas une somme d'argent minimum, c'est un mauvais signal. Et donc c'est vraiment important, au-delà des années qu'on passe dans la boîte, et donc évidemment que c'est le risque de l'entrepreneur, mais c'est vachement important de se mouiller financièrement et de mettre, moi j'ai mis tout mon argent à l'époque dans la boîte, et c'est vachement important pour justement la crédibilité, les personnes que vous allez aller voir, qui vont éventuellement investir chez vous, et donc ça c'est vraiment, le minimum en tout cas pour démarrer une boîte. Ensuite, très vite, on s'est fait aider de pas mal de gens à Paris. Donc, il y a Paris est une ville hyper dynamique, très animée sur l'accompagnement des startups. Il faut en profiter. Nous, au début, on a bénéficié de Paris Initiative Entreprise, qui est un prêt à taux zéro pour les fondateurs. Donc, ce qui est bien de ces prêts à taux zéro, c'est que c'est du quasi-fonds propre, donc c'est considéré comme de l'apport des fondateurs. Donc, moi, j'ai mis 20. Je suis allé chercher 15 000 euros de prêt à taux zéro. Donc, c'est comme si j'avais mis 35 pour un banquier ou quelqu'un qui va regarder le dossier, c'est comme si j'avais mis 35. Et donc, ça crédibilise encore plus le dossier, ça donne plus de poids et plus de valeur. Rapidement, on a bénéficié aussi de la BPI avec la French Tech. Donc ça, c'était un super financement qui existe encore aujourd'hui, la subvention de 30 000 euros, donc qui nous avait permis justement de faire la première version du site. On avait mis du dev et du design sur ce financement-là, et ça, c'est une aide, voilà. Quand il y a 50 000 euros dans la boîte et qu'on vous donne 30 000 euros en plus en subvention, c'est juste énorme. Donc ça, c'était vraiment magnifique au début de l'entreprise. Quelques mois plus tard, on a bénéficié de Réseau Entreprendre Paris, donc je vous en ai parlé rapidement. Donc un réseau d'accompagnement, de la même manière, qui va vous financer donc à taux zéro, autour de 30, 40, voire 50 000 euros. Donc idem, c'est quand même un levier de financement super intéressant, d'autant plus que avec un financement comme ça, vous êtes capable d'aller voir une banque. Enfin, la banque va vous écouter parce que Réseau Entreprendre a une super crédibilité à Paris. Ils sont notamment financés par la mairie de Paris, par la région, etc. Et donc, il y a des deals qui sont passés entre Réseau Entreprendre et les banques parisiennes, et nationales aussi, puisque Réseau Entreprendre est présent au national. Et donc, grâce à ça, on a pu avoir une enveloppe de 100 000 euros supplémentaires. Et ça, de la même manière, c'était après même pas 10 mois d'activité, donc on était vraiment tout petit. On faisait, 5 ventes par jour. Et ça a permis vraiment de développer l'entreprise et d'investir, notamment en RH. Donc c'est comme ça qu'on a recruté notre équipe commerciale et les premières personnes qui étaient super importantes pour l'entreprise. Ensuite, au bout de 10 mois, donc là, à ce moment-là, au bout de 10 mois, donc là, on a fait notre première levée de fonds de 500 000 euros, donc avec des business angels. L'approche qu'on avait, c'est vraiment l'approche qu'on a depuis le début et qu'on a encore aujourd'hui, c'était d'être vraiment... on a toujours été super intéressé par l'accompagnement, donc être bien suivi, donc aller chercher les personnes qui certes ont de l'argent, mais surtout qui peuvent nous apporter sur le business. Donc ça a été vraiment notre focus principal dans notre première levée de fonds. Petit tips là-dessus, la levée, on l'a fait en 6 semaines. Notre meilleur investissement, ça a été l'investissement LinkedIn, donc le premium à $50 par mois. Et avec ces $50, vraiment, on a fait les 500 000 euros, alors qu'on était encore une fois minuscule. Donc, on vendait pas les chiffres de la boîte, on vendait vraiment la vision, l'avenir, et puis voilà ce qu'on peut vendre à ce moment-là. Mais c'était vraiment pas les chiffres réalisés. Et on l'a vraiment fait sur LinkedIn en ciblant tous les business angels qui étaient intéressés par les marketplaces, donc qui vraiment investissaient dans les marketplaces. Donc c'était assez précis comme listing. Donc j'avais une trentaine de personnes dans le listing que j'ai contacté par LinkedIn. Et sur les 30, on a eu 20 rendez-vous et 15 qui ont investi. Donc ça s'est fait très très vite.
Et donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas en tout cas avoir des chiffres délirants pour lever au début. C'est évidemment sur la vision, sur l'équipe fondatrice, sur ce qu'on vend à nos investisseurs. Ça s'est super bien passé. Donc c'est comme ça qu'on a levé avec Thierry Petit de Showroom, avec Oleg de Fotolia, Renaud Guilherme de Vidasing. On avait un gros enjeu sur les réseaux sociaux depuis le début parce que c'était notre premier channel d'acquisition. Donc on était allé chercher à l'époque le DG France de Twitter, donc Olivier Gonzalez, parce qu'on voulait vraiment avoir son input vraiment sur le social media. On est allé chercher Pierre Trémolière, donc, qui était le fondateur de La Maison, donc, qui était un site référent dans la déco sur Internet. Emery Jacquia de la Camif également, donc, qui était aussi un site de vente de mobilier. Voilà, donc vraiment des entrepreneurs qui pouvaient nous aider sur le développement de l'entreprise. Grâce à cette levée, on a vécu une petite année. Donc on a fait 12 mois où là on a eu une forte croissance. On était à 20-25% de croissance mensuelle. Et donc là ça se passait super bien pour nous. Et début janvier 2016, on a commencé à se mettre dans la série A. Et là on s'est fait accompagner par Chausson Finance, donc par Joris Thomas qui est une super personne pour les lever. Donc un gars assez junior, mais qui était vraiment top et que je recommande en tout cas pour vos levées de fonds également. On a bossé ensemble pendant 6 mois, donc de janvier à juin, et on a closé cet été, donc avec Accel Partners, donc qui est un gros fonds anglais, et Kima Ventures, donc qui a co-investi sur ce tour, donc un tour de 3 millions, et qui était très structurant pour nous, à la fois évidemment pour le financement, donc voilà, ça donne de la visibilité au projet, mais surtout, encore une fois, on voulait vraiment aller chercher les personnes qui allaient nous accompagner au mieux pour le développement de la boîte, et donc Accel, qui est un des plus gros fonds au monde, qui a investi dans beaucoup de marketplaces à fort succès. Pour nous, c'était un gage de crédibilité très fort, et puis surtout, on a surtout des fortes attentes sur l'accompagnement. Et c'est ce qui se passe depuis qu'ils sont au board. On a une vraie accélération du business et surtout voilà, des conseillers qui connaissent par cœur notre business. Et ça a de la vraie valeur au-delà du financier qui est anecdotique finalement parce qu'aujourd'hui à Paris, il y a 10 000 fonds. Ils sont tous en train de relever des nouveaux fonds. Il y a beaucoup d'argent sur la place parisienne. Mais au-delà de ça, allez chercher en tout cas les personnes qui pourront le plus vous aider sur votre projet. Donc voilà, donc là nous on a un board aujourd'hui avec Accel, Thierry Petit donc de Showroom et Renaud Guilherme de Vidasing, donc c'est un board à 5 et qui fonctionne bien depuis le début. D'accord. Et du coup là je vois que vous êtes très très bien accompagné. Et vous savez bien vous entourer. Du coup, pour votre équipe, vous avez dû normalement créer votre équipe au tout début, je pense. Enfin, vous avez tous les deux un profil assez entrepreneur. Comment vous avez fait justement pour créer, pour choisir des profils qui va travailler sur une plateforme, sur le web, quoi. Donc le recrutement, pareil, je vous apprends rien, mais le recrutement est clé dans une jeune boîte. Je vous recommande le bouquin Who. The Hay Method to Hire a Profile. J'imagine que vous connaissez aussi, c'est vraiment un bouquin qu'il faut absolument lire quand vous êtes entrepreneur et que vous essayez de fédérer et de recruter des gens. On regardait, il y a à peu près sur les 12 mois avec les stagiaires, il y a un peu plus de 50 personnes qui sont passées dans la boîte maintenant. Et à chaque fois, ça a été presque une réussite. Quasiment. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est la réussite de la boîte, c'est l'équipe qu'on a, qui est une équipe à la fois très forte, chacun, ils sont tous très bons dans leur domaine et très compétents, mais surtout avec tous un état d'esprit incroyable, ultra motivés et qui se sont vraiment appropriés la boîte. Et c'est ça qu'on cherche quand on est entrepreneur, c'est avoir des gens qui vont défendre votre boîte dans leurs soirées, dans leurs dîners, le week-end. Quand ils vont voyager, tout le temps, ils sont picousés, ils ont l'ADN Celency, et ça a de la valeur qui est, qu'on ne peut pas imaginer. En fait, c'est vraiment une valeur très très forte, puisque vos salariés et votre équipe, c'est les premiers prescripteurs de votre marque, c'est les premiers communicants.
et c'est essentiel d'être aligné là-dessus. Donc nous, avec Charlotte, on passe beaucoup de temps sur le recrutement, c'est beaucoup. Peut-être un tiers de mon temps aujourd'hui, c'est du recrutement ou en tout cas du suivi du suivi RH. Parce que c'est la clé de la boîte, c'est la clé de l'avenir. Et si dans vos 20 premiers employés, il y en a 1, 2, 3 qui sont pas dans l'état d'esprit, c'est eux qui ensuite vont imposer un état d'esprit pas suffisamment engagé et engageant dans la boîte. Et ça faut très vite se séparer de ces profils-là. C'est ce qu'on a fait sur une erreur, on va dire, depuis le début de la boîte. Mais en tout cas, voilà, ne pas hésiter à passer beaucoup de temps sur le recrutement, c'est très impactant. Et encore une fois, la clé de la réussite, ça passe par le RH. Aujourd'hui, on est dans une étape de l'entreprise où on commence à recruter des key people. Donc ça, c'est aussi un vrai changement très impactant pour la boîte. C'est que évidemment, les 2 premières années, c'est très souvent les fondateurs qui portent à bout de bras l'entreprise. Et le plus vite possible, il faut trouver les 3, 4, 5, 6 personnes key people dans leur domaine, marketing, sales, opérations, technique, product, et qui vont ensuite retransmettre à leurs équipes votre vision et votre culture de boîte. Et là, on est vraiment dans cette phase-là aujourd'hui, et c'est super excitant parce qu'on a des top profils qui nous rejoignent et qui sont 10 fois meilleurs que nous dans leur sujet. Et là, c'est vraiment, on sent une autre étape de l'entreprise. D'accord. Mais vous avez des notions justement, de codage, parce que nous on est au rugby, donc là on est au wagon, pardon, et on apprend à coder. Est-ce que vous avez eu des formations avant de vous lancer ou des petites notions? On était tous les deux vraiment pas du tout dans le sujet tech. Pas du tout. Après, forcément, on s'est intéressé et on n'a pas appris à coder, mais en tout cas, on s'est vraiment intéressé au sujet. Je pense que tu es vraiment obligé, quand tu es fondateur d'une boîte, fondateur en tout cas d'un site, d'une marketplace, innovante ou pas, tu es vraiment obligé de t'intéresser au sujet pour parler à ton équipe technique. Aujourd'hui, on a maintenant une head of product, donc qui fait vraiment le lien entre le business et la technique, et donc qui vraiment prend le lead sur ces sujets. Mais en tant que fondateur, on est quand même obligé d'être vraiment dans le sujet tech au day-to-day. Et donc voilà, en tout cas être curieux et s'intéresser à ça. Mais c'est sûr que, en tout cas, si j'avais pu faire une formation comme le wagon, je pense vraiment que je l'aurais fait. Et c'est primordial de savoir de quoi parlent tes devs, de savoir ce qu'ils te racontent, leurs difficultés, et pas juste avoir un échange sur la roadmap et de gueuler quand la roadmap est en retard. Il faut vraiment comprendre de quoi ils parlent. Et donc, il faut en tout cas avoir cette curiosité si on est un profil business. Du coup, vous avez eu un peu de mal ou pas à recruter votre équipe, justement Alors, la première version du site a été externalisée, donc ce que j'ai dit, avec une agence en Pologne qui est une super agence. On pourra aussi en reparler si sur votre première V1, si sur votre V1 vous voulez externaliser. Pour nous, c'était vraiment un choix financier. On n'avait pas les moyens de recruter un CTO et une équipe technique à l'époque. Et donc, nous, notre approche, c'était de se dire, on fait une V1, on prend un maximum de feedback des users et des vendeurs très rapidement. Et puis, si un jour on doit passer sur une V2 internalisée, c'est que ce sera une bonne nouvelle, c'est que la boîte aura suffisamment grandi et qu'on aura les moyens en tout cas de le faire. Donc c'est le cas aujourd'hui. On avait recruté un premier CTO l'année dernière qui est resté quelques mois dans la boîte. Et ensuite on a recruté notre nouveau CTO Guillaume Marty, donc, qui était le CTO de 1001 Pharmacie, donc une marketplace de pharmaciens que peut-être que vous connaissez. Et donc il connaissait bien déjà notre sujet. Donc il est arrivé en janvier. Pareil, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Vraiment, pour le coup, c'était un vrai coup de chance. Il était en train de partir de 1001, mais j'avais pas l'information. Et c'est aussi là, en tout cas sur LinkedIn, c'est là qu'on a fait presque 50% des recrutements en tout cas, parce que de la même manière, c'est quand même un outil super par rapport à des plateformes plus généralistes. Donc une fois qu'on avait trouvé le CTO, c'était quand même pas simple. Là, on s'est mis en recherche des devs. Et en effet, quand un dev vous savez ce que c'est quand un dev arrive dans vos bureaux et qu'il n'y a que des commerciaux et un CTO, ça fait pas rêver un dev. Donc on a quand même eu du mal à les recruter. On a mis 3 bons mois, on va dire, à recruter nos 2 premiers devs.
Et c'est à partir de là que ça a vraiment changé et que on a vraiment eu beaucoup plus de facilité à recruter nos autres développeurs. Parce que voilà, quand ils arrivaient, ils allaient parler à 4 devs et l'échange était quand même plus intéressant, plus facile et ils se sentaient vraiment à leur place. Alors que quand il y a un CTO et que des commerciaux, c'est vraiment moins sympa. D'accord. Et les critères de recrutement justement pour un développeur ou un CTO? Donc un développeur, c'est toujours le même schéma. Il fait un premier call avec le CTO, ensuite il fait un test technique. Donc ça c'est le premier sujet. Et dès que le test technique est validé, les fondateurs le rencontrent. Ensuite, ils rencontrent l'équipe tech. Mais de la même manière, sur les développeurs, on est aussi exigeant. Nous, en tant que fondateurs, on est aussi exigeant sur pas la qualité du profil, mais en tout cas sur vraiment l'état d'esprit du mec, sa culture de boîte, comment il interagit socialement, comment il est. Et aujourd'hui, on a une équipe de développeurs, mais vraiment super cool. Qui sont vraiment intégrés totalement dans la boîte, qui font la teuf avec nous tout le temps, qui sont vraiment des profils sales quasiment. Et c'est vrai que c'est assez rare en tout cas pour avoir fait beaucoup d'entretiens de développeurs. Et pour nous, c'était important pour qu'ils soient vraiment intégrés et au cœur de l'entreprise. D'accord. Là, j'ai vu sur ton profil Twitter, que tu recrutais justement un associé opérationnel. Est-ce que c'est encore d'actualité ou pas? Alors, sur l'équipe technique, on va recruter un lead dev dans les prochains. C'est en cours de recrutement, donc on voit des profils aujourd'hui. On va recruter un dev mobile, puisque c'est aussi nos prochains projets là dans les semaines qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment les deux priorités techniques sur le recrutement. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres recrutements, mais plus en effet plus opérationnels. Notamment au marketing et à l'équipe sales, puisque comme je l'ai dit, le sourcing, donc le nombre de marchands et le nombre de produits, c'est le driver numéro 1 de business. Et donc aujourd'hui on a 6 sales, et donc on a vraiment besoin de recruter des nouveaux commerciaux en 2017 pour accélérer la croissance en France et dans les nouveaux pays qu'on lancera. Donc il y a une petite annonce, hein. N'hésitez pas. Du coup, moi je termine avec mes questions. Si tu veux rajouter des choses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle aussi? Oui. Faites-moi aussi. Merci. Pour les boîtes comme tu disais de Ikea ou les boîtes qui font du design de produits, une de leurs qualités de ce qu'ils vendent, c'est la standardisation de produits et un niveau de qualité. Et comment vous envisagez ça parce qu'il y a même les tailles, elles sont standards. C'est-à-dire que, comment vous pensez à ces choses-là? Parce que si tu parlais beaucoup de branding, comment penses-tu créer ce type de standardisation et de qualité? Comment vous pensez ça? Alors aujourd'hui, nous, justement, la force vraiment, en tout cas, de Celency, c'est qu'on s'appuie sur des pièces uniques, donc ils vont personnaliser l'intérieur des clients. Et ça, c'est vraiment le message, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus besoin de déménager pour changer l'intérieur. C'est fini l'année de nos grands-parents où à leur mort, c'était le même appartement que 20 ans avant. Maintenant, les gens souhaitent changer d'intérieur très régulièrement. On n'est pas au niveau des dressings, du changement des dressings, mais on y sera peut-être un jour. Donc, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de changer son salon, de changer sa chambre, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on apporte avec Celency pour acheter et vendre plus facilement, en tout cas, ces pièces. La question est bonne sur le côté standardisation. À nous d'arriver sur un produit où on vend de la pièce unique, d'arriver à quelque part le standardiser. C'est-à-dire par des sélections de produits, voilà, la sélection scandinave, la sélection table scandinave, voilà. Donc là, il y a une sélection de produits de 200 produits, par exemple, où du coup, la sélection, en tout cas le chineur, le user, ne sera pas perdu comme sur les grands généralistes, parce que la sélection sera très fine, ajustée à la demande du client. Ensuite, le deuxième challenge, c'est sur le produit, donc vraiment la plateforme. Il faut arriver justement à avoir les bons critères, les bons filtres de taille, par exemple. Certains cherchent une chaise de 60 cm sur 35,
et il voulait vraiment en tout cas, il avait vraiment ce critère. Pour lui, c'est un critère fort qui est aujourd'hui, en effet, compliqué à gérer sur une place de marché de pièces uniques, mais sur lequel on est en train de travailler pour standardiser la Chine, en tout cas pour la démocratiser plus facilement. Il y a une autre Vous avez parlé des pop-up stores et de votre volonté de pouvoir toucher des gens en vrai, de montrer des produits en vrai, etc. En fait, quel est l'équilibre? Vous avez dit que c'était beaucoup pour la communication. Est-ce que c'est pour rassurer aussi les clients, pour qu'ils puissent toucher des produits, pour qu'ils puissent vous toucher, pour qu'ils puissent comprendre votre système? Enfin, quel est l'équilibre entre le virtuel et le réel, et pourquoi? Alors, aujourd'hui, on le connaît pas, l'équilibre, on sait pas. On est vraiment en phase de test continu. On sait pas s'il faut qu'on fasse un événement tous les mois, 3 fois par an, toutes les semaines. On est vraiment en train de tester différents modèles là-dessus. En tout cas, on est convaincu que c'est nécessaire pour un pure player comme nous d'avoir une présence physique assez régulièrement pour en effet rencontrer nos clients, rencontrer nos vendeurs, que les clients voient ce que c'est nos produits, même si finalement quand il va aller sur le site, ce sera pas exactement la même enfilade ou la même table basse qu'il aura vue à l'événement, puisque c'est que des pièces uniques. Donc la table basse qu'il a vue à l'événement, il en verra 300, 400 autres similaires sur la plateforme, et ce sera pas exactement la même. Mais en tout cas, c'est vraiment l'enjeu de réassurance. Aujourd'hui, un client, il a besoin d'être réassuré. Alors, il y a plein d'outils sur les sites pour être rassuré sur le temps de livraison, sur les avis clients, les avis vendeurs. Il y a plein de moyens et plein de fonctionnalités pour réassurer le client. Mais en effet, le offline permet ça, et je pense que c'est un channel qui est indispensable à notre croissance. Moi, c'était plus une question sur la partie internationalisation et un peu la roadmap justement sur le futur. Déjà, premièrement, quels sont les pays que vous ciblez en premier pour Celency? Et justement, du coup, par rapport à ces pays-là, est-ce que dans les nouveaux pays, l'implantation de la marque Celency va se faire plutôt via des nouveaux fournisseurs, ou au contraire en essayant de vendre à des nouveaux clients localement? Alors, là-dessus, il y a différents modèles sur les places de marché. Il y a différents modèles, en effet, de développement international. Nous, ce qu'on pense dans notre secteur, c'est que on va pouvoir à la fois faire du cross-border et du local. Mais le local est fondamental. C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que un des premiers pays cibles, par exemple, ça va être les Pays-Bas, parce que c'est un pays où ils sont très forts sur la déco. Ils ont beaucoup de marchands, d'antiques dealers. C'est un gros marché là-bas. C'est un petit pays, donc relativement facile en tout cas à attaquer. Donc il y a beaucoup de points positifs sur ce pays. Mais quand on va aux Pays-Bas, c'est pour en premier lieu trouver des vendeurs pour avoir suffisamment de produits en local, parce que déjà dans la déco, il y a malgré tout un goût et une tendance du pays. Au UK, les gens n'ont pas les mêmes apparts qu'à Paris et qu'en Italie et qu'à Amsterdam. C'est des appartements différents. Et donc, il faut s'adapter à ça. Donc, vraiment avoir le sourcing en local. Donc ça c'est le premier sujet. En revanche, il y a certaines pièces qui pourraient, ou qui pourront en tout cas, avoir la livraison du pays d'à côté, parce que il y a des produits qui sont sourcés aux Pays-Bas et qui ont une forte cote en France, qui sont beaucoup cherchés par les Français, et inversement. Et donc sur ces produits-là, il faut être capable de supporter la logistique et de faire la livraison, en tout cas pour les clients. Mais le local, on va dire que c'est du 70% et 30% cross-border. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer d'une boîte où tu avais 100 000 euros à investir vers une autre où tu avais à peine 20 000 euros de fonds propres à apporter? C'est toujours le sujet de la création, quoi. Donc partir sur une aventure à zéro. Moi, enfin Charlotte et moi, nous, ce qui nous anime vraiment au quotidien, c'est la création de valeur. C'est de se dire, quand tu es entrepreneur, tous les jours tu crées de la valeur, tous les jours tu crées quelque chose. Tu recrutes une nouvelle personne, tu fais de la croissance sur tel et tel sujet. Et donc c'est vraiment tous les jours se dire, voilà, il y a
il y a une nouveauté qui se passe et t'es moteur de ça, t'es moteur de ces changements. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est mon premier driver, c'est la création de valeur qu'on apporte pour nos vendeurs qui n'étaient pas digitalisés, ou très peu, pour nos clients qui galéraient à aller dans les brocantes à 7h du mat le dimanche pour trouver une pièce et puis finalement ils trouvaient pas. Donc c'est vraiment la création de valeur qu'on apporte et c'est ça qui est une motivation, qui a été la première motivation. Et puis la deuxième, c'est clairement l'aventure entrepreneuriale, de se dire que voilà, tu vas recruter des gens, il y a une ambition très forte. On veut être le leader en Europe du mobilier et de la déco de seconde main. Et ça a été une ambition forte dès le début et qui nous animait et qui nous suit encore aujourd'hui. C'est clairement le plaisir, numéro un, c'est le plaisir. Et aujourd'hui, la boîte est jeune, on a 2 ans et demi, on a ce plaisir au quotidien, tous les jours. Je pense qu'une fois que ce plaisir part, on se posera des questions. Et c'est vraiment évidemment le premier truc qu'on regarde aujourd'hui. C'est l'aventure humaine aussi, hyper forte avec nos employés, avec l'équipe, avec les personnes qu'on fédère autour de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. Moi, dès que j'ai un moment un peu difficile dans ma journée où il y a quelque chose qui s'est pas passé comme je souhaitais, je regarde juste l'équipe qu'on a autour de nous et je me dis, c'est juste génial. On a 23 personnes ultra motivées qui sont en train de développer un site, en train de passer des coups de fil. On sent une énergie hyper forte dans la boîte. Et là, tout de suite, ça rebooste, ça redonne l'énergie qu'il nous faut. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous entrepreneurs. Et c'est pour vivre cette aventure au quotidien avec son équipe. Je posais la question parce que il y a 20 ans, moi j'ai un certain âge, il y a 20 ans j'étais associé dans ce qu'on n'appelait pas encore une start-up, mais enfin c'était à peu près l'équivalent, et il y avait un gars, un consultant d'une boîte qui cherchait à comprendre un peu ce que c'était que ces boîtes-là et qui m'avait demandé pourquoi j'étais actionnaire, associé, etc. Et j'ai dit, c'est le plaisir. Il n'avait pas compris, il m'avait reposé plusieurs fois la question de dire, oui, mais non, dites-moi exactement. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'on peut s'autoriser à le dire. Et voilà, on a changé d'époque. C'est sûr qu'au début, quand on entreprend, il faut pas le faire pour l'argent. Ça vient après si ça fonctionne. Mais clairement, voilà, on a eu la chance de bénéficier du chômage. Donc ça, c'est une chance aussi en France d'avoir ce soutien et de se dire que voilà, on a un peu de ressources financières la première année et demie d'entreprise. Ça, c'est une vraie chance. Et puis après, on a quand même eu 6-9 mois où on s'est pas payé. On se payait moins de 1 000 € chacun pendant 6-9 mois. Et donc là, encore une fois, quand on est en couple, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, on est passé par ces étapes-là et après, voilà, il y a des enjeux financiers plus tard qui arriveront peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit un premier driver pour entreprendre. Alors je rebondis encore une fois. Il y a une autre période de la vie où on trouve des financements, c'est quand on est à la retraite. On n'a plus de soucis et on peut se permettre de lancer des projets. Allez. Que représente le marché de la seconde main sur Le Bon Coin et comment vous vous positionnez par rapport à eux? Parce que moi, naturellement, quand je cherche un meuble, je le fais très souvent sur Le Bon Coin, ça marche super bien. Bon, maintenant, je connais Celency, j'aurais le réflexe d'y aller, mais comment vous vous positionnez par rapport à eux? Alors, le Bon Coin et eBay sont des super sites. C'est des succès incroyables et tout le monde utilise le Bon Coin presque tous les jours. En tout cas, je crois un Français sur 2 ou sur 3, donc c'est un succès génial. On pense que dans le mobilier et la déco, il y a une vraie expérience à avoir pour trouver la pièce que tu vas chercher pour chez toi. Quand tu cherches à décorer ton appart, ta maison, tu as vraiment besoin d'être inspiré, d'être dans un cocon, d'être dans un endroit où tu te sens à l'aise, où il y a eu une sélection qui a été faite pour toi, où il y a de la qualité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on apporte, donc vraiment la qualité de produit. Donc on est garant de ça, on est tiers de confiance. Le service, on pense vraiment qu'il manquait du service sur ces plateformes-là.
parce que finalement t'as pas forcément envie de chercher que autour de chez toi. Tu veux aussi éventuellement te faire livrer une table qui était un peu plus loin, donc te faire livrer chez toi à domicile. On pense que c'est quand même un service fondamental. Le paiement, le service client, tout ce qu'on apporte autour, le conseil, le retour du produit s'il te plaît pas. Donc vraiment toute la notion de service qu'on trouve pas sur les généralistes et qui était important en tout cas dans notre secteur. On pense que c'est important d'avoir ce service-là. Et le troisième point, qui on pense est fondamental, c'est l'inspiration. Et c'est ça qui manquait en tout cas dans notre secteur. C'est que peut-être qu'à un moment donné, tu as une idée très précise de ce que tu cherches. Et donc, sur les plateformes généralistes, ça va être le meilleur outil pour le trouver. En revanche, si tu te dis, voilà, je cherche une table, mais je sais pas trop, si c'est du vintage, du scandinave, de l'industriel, je sais pas trop ce que je veux comme table, tu as besoin d'être inspiré et d'être plongé dans des visuels d'intérieur où tu vas t'identifier. Et ça, c'est vraiment le travail qu'on fait, nous, au quotidien, sur la partie contenu, visuel, inspiration, et qui est, en tout cas, dans notre vision, cœur de business pour vraiment faire un gros site de mobilier et de décoration. Moi j'ai une question plus sur le branding. Brocante Lab c'était assez simple à comprendre. En revanche, juste le choix sur Celency. Donc j'espère que ça te plaît Celency quand même. Non mais en effet Brocante Lab était un nom très facile. C'est pour ça qu'on a démarré avec ça. Ça a été un nom très bien d'ailleurs pour nos 2 premières années et on n'a aucun regret avec ce nom-là parce que ça nous a permis justement d'aller parler du projet très facilement aux marchands. Et encore une fois, les marchands, c'est le premier driver de réussite. Et donc, ils se sont identifiés très facilement avec Brocante Lab. On va digitaliser la brocante. Et donc, c'était très bien. Après 2 ans, on a un peu retravaillé sur là où on en était. On s'est un peu fait un point d'étape aussi de la boîte. Sur la vision, sur ce qu'on voulait en faire de cette entreprise. Et on était plus aligné en fait avec le nom historique. Parce que on avait une dimension internationale forte. On veut aller à l'international, on veut être fort dans d'autres pays. Et Brocante Lab était très compliqué pour les étrangers. Ça passait pas. Donc c'était déjà une vraie faiblesse. Le deuxième point, c'est que il y a une ambition aussi d'élargir éventuellement la gamme de produits. La brocante en France est très connotée années 50, années 70, donc c'est très connoté, c'est un mot très fort, mais qui nous enfermait aussi, si tu veux, dans cet univers-là. Et donc on avait besoin d'une marque plus forte, qui nous ressemblait et qui allait nous permettre justement d'affirmer cette nouvelle marque de mobilier et déco de seconde main qui sélectionne les plus belles pièces de mobilier et décoration, et donc Celency est cette marque-là aujourd'hui. Bonsoir. Tu as dit tout à l'heure que de faire venir sur la levée de fonds le DG de Twitter, c'était intéressant pour vous au niveau de l'acquisition notamment. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu votre stratégie d'acquisition et si voilà, tu as des petits conseils à donner? Ouais, donc en effet, on était allé chercher Olivier Gonzalez, donc qui gérait Twitter en France à l'époque. L'idée, c'était vraiment d'avoir une facilité sur les échanges, sur le social en général. Et donc c'est ça qui nous a apporté. Donc c'était super intéressant. Aujourd'hui, notre stratégie d'acquisition, elle est principalement sur les contenus, sur le SEO, sur le branding. Aujourd'hui, on a un catalogue de 50 000 produits uniques. Donc c'est ça qui nous permet d'être plutôt bon en référencement naturel, en SEO, parce qu'on a une profondeur de catalogue et donc de fiches produits, etc., etc. Et par tout le contenu qu'on apporte, le SEO aujourd'hui est, en tout cas les channels gratuits, c'est 70% du business aujourd'hui, un peu plus, et on va dire 30% sur le payant, très classique, AdWords, Facebook et du retargeting. Aujourd'hui, on n'a pas encore accéléré sur ces channels du payant. Ça fonctionne plutôt bien, mais vraiment notre focus, c'est le contenu, ce qu'on va raconter à notre communauté, et c'est ça la viralité du projet. C'est que on s'appuie sur une communauté, un peu à l'instar de Etsy ou Little Market, ils ont vraiment très bien réussi dans ce domaine-là.
c'est s'appuyer, réussir à t'appuyer sur ta communauté de vendeurs qui sont assez fiers de partager en tout cas leur boutique Sell&See plutôt que partager ta boutique Le Bon Coin ou eBay quand tu vends un produit, parce que c'est un site qualitatif avec des beaux visuels, avec du wording qui correspond bien à l'univers de la décoration. Et donc c'est cette viralité de la communauté qui nous permet aujourd'hui d'avoir la croissance qu'on a, et on mise beaucoup là-dessus à l'avenir aussi. Dernière question. Bonsoir. Moi, je suis pas un grand amateur de brocante, mais quand je vais sur les brocantes, je négocie, j'argumente pour payer un peu moins cher. Forcément, je voulais savoir quelle était votre stratégie de prix, justement, et qui décidait du prix final, si on pouvait négocier. Alors, c'est une très bonne question. Donc, aujourd'hui, le prix est fixé par le vendeur. Donc, c'est lui qui impose son prix. Sell&See joue aussi son rôle de conseil là-dessus. Donc, on a une responsable de la modération qui valide en amont tous les produits, donc sur la qualité et sur le prix, par exemple. Et donc, on intervient aussi en conseil là-dessus. Le deuxième point, c'est en effet, il y a une vraie volonté de l'utilisateur de retrouver aussi la notion que tu as en expérience sur les brocantes, donc en offline. Et donc, on a lancé la fonctionnalité il y a quelques semaines de négociation. Donc, c'est pas sur tous les produits, puisque le backlog, donc les anciens produits, ils n'ont pas la fonctionnalité, mais tous les nouveaux produits qui rentrent sur le site, le vendeur choisit ou pas d'ouvrir à la négociation. Et donc ça, c'est d'ailleurs une feature qui fonctionne, qui est un super succès pour nous depuis qu'on l'a lancé, parce qu'il y a un vrai intérêt et une vraie proximité avec le vendeur que le user voulait trouver aussi sur la plateforme. Et merci beaucoup, Maxime. Merci à vous.